Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je voulais vous parler photovoltaïque, onduleur, enfin plutôt onduleur et batterie que photovoltaïque d'ailleurs. Et ceci autour de la sécurité. Alors ce qui m'a poussé et motivé à venir en ce sens, c'est une information voilà, tour d'actu du matin que je fais et là je fais un bilan, je me dis tiens, est-ce que j'ai des choses intéressantes à relayer, voire à analyser, interpréter. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, OVH a subi un gros revers avec l'incendie d'une de ses usines, alors usine ou ferme, selon le terme, de stockage de sites web et de données, et bien plus. Donc beaucoup de clients tout de suite n'ont pas retrouvé leur site en fonctionnement, peut-être même qu'il a disparu définitivement, allez savoir, ce qui me semblerait quand même surprenant qu'une telle structure ne soit pas capable d'assurer ses arrières en ayant un backup et un système de backup délocalisé de, voilà, en fait, plusieurs systèmes de backup mais à des endroits différents. Ça serait une grande surprise pour moi de voir qu'il n'y avait pas pensé, quoi. Ça me semble logique. Alors moi je suis client OVH, hein, et quand j'ai appris ça, la première chose que j'ai fait, je suis allé voir si mon site internet n'était pas tombé, un de mes sites internet. Et il est toujours actif, ce qui est peut-être une mauvaise affaire en fait, parce que si le site était foutu parce qu'ils en avaient perdu tout le contenu, peut-être qu'il y avait moyen d'avoir des dédommagements, allez savoir. Donc je plaisante, hein. Ça m'aurait fait grandement chier. C'est un truc qu'on a monté en 2001. Bon, voilà, le voir partir en fumée comme ça aurait fait mal au cœur. Alors, je voulais parler de cet incendie, puisque, bon, en lui-même, il n'y a pas forcément trop d'infos sur ce qui s'est passé, on ne sait pas trop. Mais à un moment donné, sur un des articles que j'ai vu passer, ils ont parlé d'un incendie qui aurait pour origine une batterie ou un onduleur. Alors d'ailleurs, les deux indissociables. Parce que la plupart du temps, dans les onduleurs industriels, vous avez l'onduleur, hein, et vous avez les batteries à l'intérieur. Voilà. Et régulièrement, lors de visites de contrôle avec des contrats avec le fabricant, l'industriel qui fabrique et qui propose ce matériel, vous avez des contrats de maintenance avec changement des batteries. Alors, je ne sais pas, c'est à voir, mais peut-être tous les 5 ans environ. Alors, ces types d'onduleurs, je vais vous les montrer un peu. Alors, je dis, c'est pas cette marque, hein. Je balance ça. Je balance ça parce qu'il faut balancer une image et parce que c'était. Alors, c'est pas ça. Et ça ressemble à ça. Voilà. Donc, oubliez le petit onduleur photovoltaïque que vous mettez sur votre mur. C'est quelque chose qui est posé à même le sol, qui fait peut-être plusieurs centaines de kilos, allez savoir, mais au moins la centaine, qui est assez imposant. Dans mon entreprise, on en a plusieurs, hein. Ils servent de système de backup en cas de coupure ou de micro-coupure. Ils prennent le relais pour éviter que certaines machines qu'il ne faut absolument pas mettre hors service brutalement et qui consomment forcément peu de puissance puissent rester en fonctionnement le temps d'un retour à la normalité. Donc bon, il y a très souvent, vous avez cet onduleur et couplé ensuite à une armoire de distribution puissance commande dans lequel il va y avoir des possibilités de commuter les sources pour passer avec ou sans l'onduleur et toutes les protections des départs vers les machines que l'onduleur a pour mission de protéger l'alimentation. Et parfois même, vous avez à côté de ces armoires, vous avez des batteries de condensateurs. Voilà, pour remonter le fameux COSFI. Alors voilà, ça serait. Alors l'article, on va retourner sur l'article. Bon, on n'apprend pas grand-chose sur cet article, au-delà, voilà. Mais j'ai vu passer notre info, c'est ce qui m'incite à faire des recherches. Et là, le mag IT, que je connaissais pas, hein. Bon, je suis tombé dessus et j'ai tapé des mots-clés sur Google pour voir. Alors, un onduleur en maintenance le jour même serait peut-être, selon les pompiers, la cause du départ de feu, en attendant la panique règne chez les clients inquiets de ne pas trop retrouver leur contenu. Alors, quand les pompiers sont intervenus, entre 10 et 15 minutes après le début de l'incendie, ce qui est une très bonne performance, ils ont utilisé des caméras thermiques qui ont montré deux onduleurs en feu. L'un d'eux, le PS7, voilà,
alors est-ce que c'est une référence ou son nom dans la totalité du système informatique, avait subi une intervention le matin même. Le technicien de maintenance avait changé beaucoup de pièces à l'intérieur et avait remis l'onduleur en route cet après-midi. Il semble alors fonctionner normalement, dit-il. Voilà. Alors, moi, ces onduleurs-là, enfin, je les connais sans... Je les connais parce que, voilà, ils sont sans problème. Alors, enfin, ils arrivent en bout de vie, ils sont changés. Intervention de maintenance, de routine. Personnellement, ce que j'ai pu voir en termes de changement de pièces durant les visites hein, dans mon entreprise, c'est exclusivement les batteries. Donc, je ne sais pas trop ce qui a pu être changé d'autre. Alors, jusqu'à présent, mais peut-être il faudrait étendre un peu les investigations. Les batteries qu'il y avait dans ces onduleurs n'étaient pas des batteries lithium, du moins dans mon entreprise, hein, voilà. Alors peut-être que maintenant ils sont passés sans lithium. Voilà, ceci pourrait expliquer cela peut-être. Alors concernant l'incendie de ces appareils, j'ai pu assister à un incendie assez impressionnant il y a 22, 20, 25 ans dans mon entreprise. C'était dans une armoire électrique, donc avec des contacteurs, des relais, quelques cartes électroniques de variation de vitesse sur des tout petites turbines. Euh, voilà, des protections et puis beaucoup de câbles, des borniers. Une armoire qui devait faire 2 mètres, allez, 2 mètres 20 de haut sur 1 mètre 50 de large avec deux portes. Quand ça flambe, quand c'est parti. C'est très impressionnant. Et si vous n'êtes pas un pompier, vous êtes dans une belle merde pour éteindre ce type d'incendie-là, puisque la chaleur que dégage l'incendie provoque des dégagements gazeux et des gaz qui par la suite s'enflamment, une sorte de réaction en chaîne jusqu'à ce que tout ce qui doit être brûlé soit brûlé, à moins qu'on réussisse à interdire le truc. Alors pour la petite expérience, quand une armoire de ce type prend feu et que vous vous apercevez de l'incendie, non pas au début mais au milieu de l'incendie, il nous a fallu, écoutez bien, parce qu'on n'est pas des professionnels. Je suis sûr qu'un professionnel avec deux extincteurs, il faisait le boulot. Mais quand t'es pas un pro et que tu sais pas, t'es face à un truc pareil, tu as la panique, tu as la mauvaise réaction, tu as les questions, enfin bon, voilà. Tu sais pas utiliser l'extincteur de façon optimale. Il nous a fallu 15 extincteurs, et pas des extincteurs d'1 kilo, hein, des extincteurs haut de, allez, de 1 mètre quasiment, ah oui, pas loin d'1 mètre de haut, des belles bonbonnes, vous voyez, comme ça, qu'en fait, ce que vous pouvez voir dans les entreprises. Non, pas d'1 mètre, allez, on va être quand même un peu plus modeste. Allez, on va dire 70 centimètres. Donc c'est la panique totale quand ça se produit. Et ben là, tout le monde est sur le pont et tout le monde essaie d'éteindre cet incendie avec ces putains d'extincteurs. On avait même utilisé des extincteurs à boules qui étaient sur roulette, hein, c'est pour vous dire. C'est assez impressionnant. Un incendie avec du matériel électrique en feu, vous pouvez pas vous imaginer. En plus, il y a une particularité, c'est les fumées noires. Toutes ces matières plastiques qui sont là, avec l'incendie, la montée en température, c'est une fumée noire vraiment dense, vraiment asphyxiante. Vous pouvez rien faire quoi. J'avais été obligé d'enlever le t-shirt et de m'en servir comme filtre devant la bouche. Moi, mon boulot essentiel quand j'ai vu l'incendie, je crois que je suis le premier à avoir vu l'incendie, ou le deuxième. Bon, ma première mission, ça a été d'avertir des collègues qui m'ont pas cru. Et une fois que mes collègues m'ont cru, qui m'ont rejoint, certains ont attaqué l'incendie. Ils se sentaient peut-être plus la capacité de le faire. Je les aidais un peu, mais j'ai vite vu qu'on allait être à court de munitions. Et donc, je courais aux quatre coins de l'entreprise pour trouver des extincteurs. Alors là, même si j'étais pas au point et au top, j'essayais bien de regarder si les extincteurs étaient compatibles. Voilà, si on pouvait, si c'était pas de la faute que j'avais balancé. Donc j'ai fait peut-être pas loin d'un kilomètre, torse nu dans l'entreprise. On était 700-800, alors là c'était en poste de nuit. Torse nu en train de me balader, comme un fou, enfin courir comme un fou, et avec un ou deux extincteurs sur les épaules pour retourner au lieu de l'incendie. J'imagine pas la tête des gens, des collègues qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait, me voyant gambader de la sorte. Voilà, ils ont dû se dire, il y en a un qui a des clavetés graves. Et ben non, j'avais pas des clavetés, j'étais en mode panique sur cet incendie.
Alors, pourquoi cette anecdote? Bah, pour vous raconter une anecdote, voilà, j'ai connu un bel incendie qui m'a foutu bien les jetons. Il nous a fallu, aller, je sais pas, 10 minutes pour l'éteindre. Ça a léché les câbles d'alimentation d'autres endroits, ça a fait sauter des postes de transformation. Bon, alors, j'ai oublié un des passages. Un des passages, c'est qu'avant avant enfin, j'ai essayé d'intervenir dans les premiers, avec un extincteur sur le plus proche que j'ai trouvé. Quand j'ai décidé d'aller chercher d'autres extincteurs, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai fait le tour des armoires de distribution qu'il y avait dans le périmètre pour les mettre hors tension. Voilà. Et il se trouve que elles avaient toutes déjà sauté parce que l'incendie avait commencé à lécher les câbles, faire fondre les protections et donc mettre tout ça en court-circuit. Donc ça avait tout sauté, mais j'avais fait le boulot. Et quand tu montes à l'étage, les armoires étaient à l'étage, donc étage 3,50 m, on est dans l'industrie, 3,50 m, 4 mètres, plutôt 4 mètres. Et quand tu montes à l'étage et que les gaz, bah, tu sais ce qu'ils font, hein, ils montent, et que tu te retrouves dans un brouillard noir en train d'essayer, enfin bon, je vous dis, quand t'es pas un pro, c'est la merde. Alors, euh, cette vidéo, pour moi, c'est l'occasion de vous sensibiliser sur les risques, les incendies et sur ce qui se passe également lorsqu'un du matériel électronique est défaillant. Donc dans mon taf, moi je travaille beaucoup et j'utilise régulièrement, je paramètre, j'échange, je dépanne ce qu'on appelle des variateurs de fréquence. Donc c'est des variateurs de fréquence. Donc maintenant on n'a plus on n'a plus rien en courant continu, hein, on n'a plus de moteur sur lequel on change les balais régulièrement. Tout est en alternatif. Et bon, le variateur de fréquence, c'est vraiment quelque chose de commun. Mais c'est quelque chose qui ressemble de très près quand même à un onduleur, sauf qu'il n'est pas fait pour tourner avec des batteries. En termes de volume, hein, vous êtes sur des volumes apparents. Vous êtes sur une architecture apparente. Vous avez une entrée 220, une sortie 220, si c'est en 220, et plutôt en 380 dans l'industrie. Et ce type d'appareil, alors bon, c'est des grandes marques, hein, ça va être du Danfoss, ça va être du Siemens, ça va être c'est plus télémécanique maintenant, j'arrive plus à me rappeler la marque, voilà, c'est dur de vieillir. Et bon, j'en ai eu changé plein, et je n'en ai jamais vu prendre feu, voilà. Je n'ai jamais vu un incendie prendre feu par ce type d'appareil. Tout comme je n'ai jamais vu d'incendie démarrer sur les onduleurs que je qualifie d'onduleurs industriels. J'ai vu des anomalies sur chacun d'entre eux, mais j'ai jamais constaté de départ d'incendie voilà, ou quoi que ce soit. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a très peu de temps, vous avez su, mon onduleur hybride PIP 4048 a lâché. Il a lâché lorsque je faisais une manœuvre sur celui-ci, qui était la remise en service de l'installation globalement, et en respectant bien un processus, et en démarrant bien sans avoir aucune charge dessus, et en démarrant bien d'abord par les batteries, avec aucune charge dans la maison connectée, tous les disjoncteurs étaient tombés. Une fois que ça avait redémarré, après quelques soucis, hein, les disjoncteurs avaient sauté sur l'onduleur. Mais une fois qu'ils ont tenu, hop, l'onduleur s'est remis à s'afficher, voilà, parce il était fait pour fonctionner avec les batteries. Et c'est lorsque j'ai remis le 220 dessus que tout a flashé. Là, j'ai vu des étincelles. J'ai vu vraiment des étincelles, et ces étincelles, c'était les transistors qui pétaient. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur d'un onduleur, même un onduleur chinois, dont on ne connaît pas trop l'origine, la source, la fiabilité, la qualité? C'est une vraie question. Je peux vous dire, voilà, à travers ce que j'ai vu, hein, voilà, chez moi, quand l'onduleur a lâché, c'est les transistors qui ont pété. Il y a eu 3 flashs successifs. Ça les a fait, on va dire, exploser, hein, voilà, on va dire ça, puisqu'ils ont été complètement arrachés de la barre de l'aluminium qui sert de radiateur. Ça, c'est ce que je voulais dire sur ces onduleurs. Alors, quand est-ce que se produisent les incendies? À mon sens, dans les maisons et dans les usines, dans les entreprises.
Alors, j'ai la chance hein, régulièrement de faire ce qu'on appelle des contrôles à PAV dans mon entreprise. Et d'ailleurs, en plein séminaire à PAV en ce moment, là. Je fais le tour de quasiment tout, allez, les deux tiers d'installation de l'usine sur laquelle je travaille. Sur un autre secteur, c'est pas moi. Avec une personne de la PAV qui contrôle si toutes les armoires respectent les armoires électriques, respectent les normes en termes de sécurité pour le personnel et des installations. Donc là, il y va des calibres des protections, des sections de conducteurs, des mises à la masse respectives, du fonctionnement des différentiels, donc tout ce qu'il est possible de contrôler sans arrêter l'usine non plus, alors c'est un peu compliqué parfois. Et donc ça, je fais ça depuis, oui, depuis 30 ans, je le fais de temps en temps. Parfois c'est moi, parfois c'est un collègue. Donc là, ça me tombe dessus. Donc bon, je suis très sensibilisé, je vois à peu près ce que ces organismes comme la PAF, qui sont très sérieux, très rigoureux, font et regardent en termes de sécurité. Et ça prouve que ben, le travail est bien fait du côté de l'entreprise comme de l'entreprise qui fait le contrôle. C'est que globalement, d'une année sur l'autre, ben, tout se passe bien. Et là où il y a quelques soucis, c'est parfois sur les nouvelles installations. Voilà, ça c'est les fonctionnements, les cahiers des charges sur les machines qui viennent de pays où les traditions, malgré des normes qui soient communes, ne sont pas forcément les mêmes. Et donc tu te retrouves avec du matériel qui n'est pas conforme à nos normes à nous. Et de ce fait, ben, la PAV signale s'il y a besoin. Si besoin est. La deuxième chose que je fais parfois avec APAV et parfois sans APAV, c'est de passer le pistolet thermique dans ces mêmes armoires, dans ces mêmes installations. Alors le pistolet thermique, la caméra thermique, hein, vous avez peut-être vu ces outils. C'est un outil, à mon sens, très précieux. Et c'est le genre d'outil que j'aimerais bien avoir. Alors j'aimerais bien avoir pourquoi? D'une, bah, par exemple dans ta maison, pour voir les ponts thermiques, ça peut être très pratique. Et le deuxième, c'est que ça te permet de passer, contrôler très rapidement ton installation électrique, voir si tu n'as pas de points chauds. Parce que là, on va arriver sur ce que je connais, ce que j'ai constaté moi de ce qui se passe dans l'industrie quand se déclare éventuellement un incendie, ou quand peut se déclarer un incendie, ou quand on a les débuts de quelque chose qui pourrait provoquer un incendie. Alors je vous ai dit, en exemple, mon onduleur, c'est pas parce qu'on a un transistor lâche que vous allez avoir un incendie. Ça ne se produira jamais. Un incendie se produit lorsque vous avez un échauffement localisé qui va petit à petit amener les matériaux du coin à se désagréger, enfin du coin au voisinage à se désagréger, et que lorsque ce point chaud dû, alors là on va rentrer dans le sujet, une mauvaise connexion, c'est-à-dire que le point de connexion, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme image? Voilà, vous avez une connexion, les deux fils qui se touchent. Voilà. Et bien supposez que lorsque vous serrez vos connexions, voilà, deux fils superposés, hein, superposés plutôt, on va faire comme ça, avec la vis de serrage par le dessus, c'est le principe du domino. Supposons que la vis d'en haut se desserre, pour une raison X, ou qu'il n'ait jamais été bien serré, vous avez un phénomène de matage des deux matériaux, donc du conducteur du bas et du haut, au serrage. Avec le temps, s'il y a des vibrations sur des passerelles, hein, ça arrive. Hein, donc c'est pour ça que normalement, tu as aussi un contrôle de resserrage, parfois périodique, et que je vous conseille de faire dans votre maison, en mettant la maison hors tension. Donc vous avez vos conducteurs qui sont superposés, hein, c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire. Et donc, desserrage de la vis, et ce qui se passe, bah, c'est que les conducteurs, l'un et l'autre, ne sont plus en contact. Et donc, le point de contact entre les deux conducteurs qui doivent être en contact pour faire passer le courant, le point de contact est beaucoup plus léger. Donc, vous avez toujours la même intensité à faire passer, mais sur une surface plus réduite. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Il y a un échauffement. Il y a un échauffement qui se produit. Et autour de ces matériaux, autour de ces systèmes de serrage, vous avez des matériaux qui sont des matériaux isolants, mais des matériaux qui, à la longue, deviennent friables, donc qui noircissent, qui deviennent friables, et qui deviennent inflammables si la température dépasse un seuil critique. Et c'est là que se produit l'incendie.
Alors j'ai pu voir dans l'usine sur la totalité des armoires électriques, et croyez-moi qu'il y en a, comptez, allez, au bas mot, comptez, allez, une quinzaine, je vais arrondir 15, 15 armoires électriques imposantes par ligne de production, multiplié par 15, vous faites le chiffre, ça en fait un petit paquet. Ajoutez à cela toutes les installations, toutes les armoires de puissance. Les armoires, par exemple des portes automatiques, enfin bon, ça fait un paquet, ça fait du boulot. Et ce que j'ai pu voir en termes d'historique d'incendie, c'était principalement les problèmes de contact, mais pas que. Les autres cas d'incendie, sans conséquence, mais des incendies voilà, qui ont nécessité, c'était dans les installations dédiées à alors, ce qu'on appelle des fours de chauffe, des fours de rétraction. Donc vous avez un four avec un tapis qui tourne, sur lequel sont transportés des objets, sur lequel tu as enveloppé du film, et que pour que le client puisse recevoir ce produit avec un emballage parfait, vous avez dans le four, donc vous avez un air qui circule, un air chaud qui circule, et air qui est chauffé par des résistances, qui se trouvent dans des compartiments. Et donc ces résistances, à une époque, elles étaient alimentées en mode on-off par des contacteurs de puissance. Donc à cette époque-là, les contacteurs étaient beaucoup plus costauds que maintenant, on était beaucoup plus exigeant envers eux, et on les contrôlait régulièrement et périodiquement. Mais parfois, il se trouvait que, dans ce cas de figure-là, un contacteur lâche, un contact du contacteur lâche, et donc ce qui crée un déséquilibre sur les résistances qui pouvaient être couplées en étoiles, et tu te retrouvais avec des surintensités, et par la suite tu pouvais avoir des incendies localisés. Donc ça c'est le cas de figure aussi, c'est propre à l'industrie dans lequel vous pouvez trouver ça. Mais maintenant en 2021, et depuis il y a longtemps, vous n'avez plus de contacteurs pour gérer la commande et la coupure de systèmes qui utilisent des fortes puissances et des fortes intensités. Vous passez par des... merde, j'ai mangé le terme. Ah, putain de merde. Ah, je suis mal. Là, je suis mal, je sais pas quand je vais le retrouver. On en a tellement. On en a tellement. Bon, bref, je vais essayer de vous les décrire. Merde, bon, l'un d'entre eux va trouver le terme. Ce sont des dispositifs purement électroniques avec une partie commande et une partie puissance. Alors c'est pas un optocoupleur, merde, parce que l'optocoupleur c'est fait pour de la commande mais en très faible puissance. Relais statique, voilà, ouf, relais statique. Allez, on va taper ça. Voilà, relais statique Schneider. Alors à quoi ça ressemble? Voilà, bon, je vous montre à peu près ce qu'on a. Donc dans l'industrie, c'est pas forcément ce modèle, hein. D'ailleurs je ne sais plus quel modèle, quelle marque on a. Vous avez ces dispositifs-là qui sont maintenant qu'on utilise à la place des contacteurs pour faire transiter de fortes puissances et les commander. Alors ils sont très pratiques parce que eux ils sont pas sensibles à l'effort mécanique, c'est-à-dire à ces phénomènes de coupure. Parce que la destruction des points de contact dans les contacteurs se fait non pas lorsque tout fonctionne correctement, que c'est ouvert ou fermé, c'est durant les phases de coupure. Vous avez de la puissance, vous ouvrez, et lorsque vous ouvrez, il y avait une intensité qui veut continuer à chercher à circuler, et vous créez un petit phénomène d'arc, potentiellement. Et également, ce sont sur ces points de contact-là que vous faites transiter l'intensité, et donc dans les points de contact se produit petit à petit une destruction qui peut mener à ce que je vous ai cité plus bas, un point de contact, une surface de contact respective des deux petites pastilles qui se réduit petit à petit. Et alors les contacteurs, soit ils deviennent non passants sur un de leurs pôles, soit ils se collent, voilà, ils restent collés. Et donc vous vous retrouvez avec un passage permanent de tension et donc de courant dans un circuit avec un déséquilibre. Et par la suite, si vous avez un disjoncteur plus haut ou oui, un disjoncteur ou un relais thermique, en fonction du cas de figure de ce que vous devez alimenter ou protéger, vous allez avoir un déséquilibre et tout cela normalement va être détecté.
Mais ça, c'est une autre source d'incendie que j'ai pu voir régulièrement. Et donc, dans mon entreprise, maintenant, on a vraiment des. Quand on utilise ce genre d'appareil, et on en a, ce sont des armoires électriques vraiment spécifiques qui sont dissociées des autres et qui sont, on va dire, sécurisées au-delà. Et voilà, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème en ce sens, parce que des incendies peuvent se déclarer avec ce matos-là. Alors pourquoi ce matos-là peut flamber? Parce que j'en ai vu flamber. J'ai pas, j'ai pas proprement dit d'explication, si ce n'est peut-être que lorsque vous avez ces systèmes-là, ils sont adossés à des radiateurs pour dissiper la chaleur, puisque voilà, ils fournissent un travail conséquent, donc il y a de la dissipation thermique. Et lorsque vous prenez ces éléments, vous les installez, pour qu'il y ait une très très bonne dissipation thermique, vous mettez de la pâte, ce qu'on appelle de la pâte de contact entre ce dissipateur thermique et ce relais statique. Et cette pâte, avec le temps, elle vieillit et elle accomplit de moins en moins bien sa tâche. Et donc, il y a de moins en moins de transfert thermique entre le dissipateur thermique et ce composant. Et de ce fait, s'il n'y a plus de transfert, lui va emmagasiner toute cette chaleur et arrivé à un moment donné, se produira ce qui se produit, arriver à une température critique, et tout ça se met à flamber. C'est une hypothèse de travail. Mais celle que je pense la plus probable également, c'est les connexions. Les connexions, les connexions, les connexions, les connexions. Partout où on a pu anticiper un risque d'incendie dans l'entreprise où je bosse, avec les fameuses caméras thermiques, partout, 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 les points chauds étaient sur les zones de contact. Donc, je profite de cette vidéo pour vous livrer un peu toute expérience. J'ai 30 ans dans le truc. J'ai fait l'électricité chez moi. J'ai déjà eu des anomalies électriques chez moi. Hein, et des trucs, par exemple, en termes de connexion, ma femme, à un moment donné, elle me dit, Laurent, la lumière dans le garage, elle déconne. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je cherche. Et en cherchant, j'entends un tout petit bruit, un petit bruit étrange vers le tableau de. Alors, ce que j'appellerais le tableau de distribution, parce que j'ai le coffret avec les protections, et au-dessus, j'ai des borniers sur lesquels arrive tout. C'est un principe industrie, quoi. J'ai voulu faire ça, c'est plus pratique que d'arriver sur les disjoncteurs, parfois. Et après, tu vas sur les disjoncteurs. Et donc, j'entendais un petit bruit, enfin, un bruit pas catholique. Et malgré le fait que, allez, tous les, je sais pas moi, allez, tous les 3 4 ans, quand j'ouvre, hop, je contrôle avec un tournevis et je fais un petit coup de contrôle serrage. Et ben malgré le fait, il y avait une borne qui était pourtant bien serrée et ben, sur lequel il y avait un des conducteurs qui était impliqué dessus, dedans, hein, donc il y avait deux conducteurs, un des deux qui était en train de se faire la malle. Et donc le bzzz, ben, c'était parfois je veux, parfois je veux pas, et le fait que le courant passait sur une surface de contact réduite, passait ou passait pas. Alors ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce conducteur qui est sorti de son logement, pourquoi ben, je pense qu'il y a, lorsque j'ai fait mon installation, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, et ben, j'ai pas dû mettre le conducteur profondément dans son logement et les divers serrages successifs ont peut-être eu tendance à confirmer le serrage de celui qui était bien levé, mais à chasser l'autre vers l'extérieur progressivement. Et donc, ce que je conseille également, lorsque vous faites des branchements électriques, donc être très prudent, voilà, très minutieux, bien mettre les conducteurs dans les logements. Alors, forcément, couper la bonne longueur pour avoir la totalité du conducteur dans son logement avant de serrer, ne pas laisser déborder vers le bas et ne pas trop ne pas avoir de surface sur laquelle vous pouvez avoir des contacts avec vos mains, voire même d'autres matériaux ou des outils. Mais je vous conseille également, une fois que vous avez serré, vous tirez. Voilà, toujours vérifier les fils que vous avez connectés, vous tirez dessus. Et là, entre le serrage et le tirage, si votre connexion a été merdique, vous vous en rendrez compte puisque le fil aura tendance à venir et vous resterez avec un conducteur dans les pattes.
Ça, c'est un truc que je... Voilà, dans l'industrie, vous avez encore ce genre de panne qui arrive, hein. C'est-à-dire une connexion qui est défaillante parce que le serrage, euh, le serrage a été bon, mais le deuxième conducteur dans le logement pour le serrage, pour la mise en connexion, était pas parfaite. Et avec le temps, tout ça se barre. Alors, dans l'industrie, ces fameux serrages, euh, voilà, je vous ai dit, dans une usine, vous avez beaucoup de machines qui fonctionnent et vous avez des vibrations. Et ces vibrations, dans le temps, se répercutent là où vous imaginez même pas, c'est-à-dire que dans les endroits même où il y a les connexions électriques, ces vibrations vont entraîner un phénomène de desserrage sur les bornes. Ça, je l'ai constaté. Puis en fait, en même temps, c'est des déformement mécanique, le matage, un petit desserrage derrière. Alors, c'est pas les vis qui se desserrent toutes seules, hein, c'est plutôt un phénomène de matage. Le matériau a pris son logement et ensuite vous avez des vibrations. Si le serrage n'a pas été optimal, voilà, se produit avec à la longue des connexions mal serrées. Ça peut arriver aussi qu'il y ait parfois des oublis, hein. Ça peut arriver qu'il y ait des oublis. C'est pour ça que je vous dis vérifier, contrôler. Voilà, que vous dire d'autre sur ces incendies? Alors, euh, vous savez par exemple, je vais revenir sur cet épisode, vous avez eu l'incendie de la cathédrale, Notre-Dame. Donc la thèse officielle, c'est le court-circuit. Bon, ensuite, bon, ça n'a plus été le court-circuit. On ne sait plus trop maintenant, hein. On ne va pas polémiquer là-dessus. Est-ce qu'il est possible qu'un court-circuit provoque un incendie dans une maison? Voilà, un court-circuit. Déjà, il faut se poser la question, quand est-ce que se produit un court-circuit? Parce qu'un court-circuit, vous avez un court-circuit avec une fuite de courant à la terre, c'est-à-dire un court-circuit direct, hein, là, dans ce cas-là, normalement, une installation bien faite, vous avez à la fois le disjoncteur et la partie différentielle qui devrait faire le boulot. Donc, si votre installation elle est contrôlée régulièrement, qu'elle a été bien conçue, dans ce cas de figure-là, court-circuit, détecté, protection qui saute, vous vous retrouvez avec toute une zone sans courant, et là vous vous en rendez compte, vous appelez le technicien ou l'électricien, ça suit son processus. Deuxième cas de figure, le court-circuit, on va dire frein indirect, le plus, enfin la phase et le neutre, qui se touchent. Est-ce que ça peut se produire Est-ce que ça peut se produire? Alors, le cas typique dans lequel ça peut se produire, c'est vous avez la pelleteuse qui est en train de travailler, qui n'imagine pas qu'il y a sous terre des conducteurs enfouis, et puis on va un peu trop loin, un coup de pelle dedans, on sectionne, on fait court-circuit franc, et ça saute sur des grosses installations. Parce qu'en général, ce qui est enterré, c'est qu'il y a de la sauce dedans qui passe. Mais concrètement, moi, dans l'industrie, dans le bâtiment, je n'ai jamais vu de court-circuit franc. Euh, voilà. Enfin, si, j'en ai vu, par exemple. Je vais t'expliquer. Imagine, tu as sur une machine un bras articulé avec dessus une chaîne à crémaillère qui permet de faire passer des câbles électriques. Voilà. Et donc avec cette crémaillère, elle bouge, elle les permet de passer des fils, des conducteurs, des câbles, voire même des tuyaux d'air comprimé. Ça fonctionne un peu comme une chenille, tu vois, ça se déplie, ça prend les arrondis, c'est prévu pour. Il y a une usure, il y a de la casse aussi sur ces matériaux-là, et sur les câbles qui sont à l'intérieur, hein, puisque dans les zones où ils sont en train de bouger plusieurs fois, des centaines de fois par jour, à la longue, ça provoque une fatigue mécanique. Et imaginez un bras qui commence à fatiguer mécaniquement, et par exemple, ce bras, il y a des soudures qui lâchent. Et les soudures lâchant, vous avez sur ce bras, en bout de bras, vous avez des instruments électriques, alors qui peuvent être des détecteurs, ou qui peuvent être des actionneurs, supposons un petit servomoteur,
et puis des détecteurs inductifs, des cellules photoélectriques, enfin, ce que vous pouvez imaginer. Et supposons que donc une partie mécanique lâche, et donc vous vous retrouvez avec des pincements de câbles par de la ferraille, et là vous provoquez un court-circuit direct. Ça, c'est le cas de figure dans lequel se produit un court-circuit direct, on va dire, dans l'industrie, ce qui peut se produire. Mais c'est pas le plus fréquent, c'est même peut-être le plus rare. Puisqu'avant que se produise une telle défaillance, bon, il en faut des années de travail des matériaux qui sont des matériaux métalliques, des supports, des cadres, des châssis, avant que ça en arrive là. Par contre, d'autres cas de court-circuit, c'est lorsque vous avez des câbles qui sont près de pièces en mouvement ou qui sont qui sont en mouvement et qui subissent des déformations. À la longue, vous avez soit une usure par abrasion extérieure, c'est-à-dire un matériau qui va être en mouvement, qui va frotter le câble et qui va bouffer l'isolant, et arrivera à un moment donné. Alors, si le matériau il est en ferraille, celui qui crée l'abrasion, tu auras un court-circuit entre la masse et la phase. Alors, si c'est de l'alternatif, hein, ou le plus si c'est du courant continu, tu auras une abrasion et tu auras un court-circuit entre phase et terre. Et là, tu devras avoir des protections qui fonctionnent. L'autre cas de figure, c'est que la partie qui est abrasive n'est pas conductrice. Donc tu vas avoir un phénomène d'abrasion de ta protection centrale. Ensuite, tes conducteurs à l'intérieur, leurs protections vont être entamées. Et tant que tu vas entamer l'usure de la protection d'un seul conducteur, tu n'auras pas de souci. Mais lorsque tu vas en attaquer deux, tu vas faire un court-circuit franc. Et alors, ça peut être sur de la puissance, le cerveau moteur, mais ça peut être sur une commande de vérin, ça peut être sur l'alimentation d'un détecteur, ça peut être en rapport avec le câble. Et ça, c'est du concret que j'ai pu voir. Mais à ce jour, je vous garantis qu'à ce jour, je n'ai jamais vu un incendie électrique dû à un court-circuit. Enfin, un incendie, un incident ou une panne, un court-circuit n'est pas enchantement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que quand tu as une installation qui est correctement faite, qui est contrôlée, dans laquelle il y a de la maintenance, ça ne se produit pas. Donc, je voulais vous donner le fruit de l'expérience. Je ne suis pas ingénieur en électrotech. Voilà, je suis quelqu'un qui a un vécu de 30 piges, qui a vu des incendies, qui a vu des conséquences d'incendies dans l'industrie, alors des petits et des gros. J'ai changé énormément de matériel qui était défaillant, des choses qui ressemblent à des onduleurs. Les onduleurs, à proprement parler, ça a eu arrivé qu'ils tombent en panne. Aucune des pannes que j'ai pu voir sur ces onduleurs, et dans ma boutique, il y en a depuis 30 ans que j'y suis, il y avait des onduleurs avant que j'arrive dans la boutique, quoi, presque. Hein. Ces onduleurs, lorsqu'ils sont défaillants, ils deviennent défaillants, et point barre, quoi. Ils ne prennent pas feu. Pour qu'ils prennent feu, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Une opération de maintenance, faudrait-il que cette opération de maintenance soit sacrément qu'il y ait une grosse... Enfin, quelque chose d'invraisemblable, quoi. Tu vois, pour provoquer un incendie, quand je viens de te citer tout ce que je t'ai cité sur ce qui provoque un court-circuit, un incendie, des surchauffes qui peuvent mener à un incendie, quand tu as connaissance de ça, tu te dis, c'est quand même très compliqué, quoi. Il faut vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc moi, j'ai pas de raison, j'ai pas d'explication à ce qui s'est passé là-bas. Mais franchement, dans une boutique avec des installations telles qu'un chez OVH, je ne m'imagine pas, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Alors, je vais même vous donner plus d'informations sur des dispositifs de sécurité. Donc, j'ai vu dans mon parcours professionnel, et j'ai eu à travailler très longtemps, dans des installations électriques qui avaient une telle importance, c'est-à-dire c'était un système nerveux du global de l'installation, une telle importance que ces installations étaient carrément non plus dans des armoires, mais dans des locaux. Et ces locaux,
ben vous aviez en fait les murs de ce local étaient tapissés de matériel électrique en tout genre. Et petit plus, cette installation avait un système sur lequel, s'il y avait une détection de début d'incendie, le local étant quasi hermétique, il y avait un système qui balançait du gaz pour supprimer l'oxygène et donc pour empêcher tout risque d'incendie. Donc ça je l'ai vu, voilà. C'est quelque chose et qui se fait pas spécialement dans des data centers, quoi. J'ai pu voir aussi dans une boîte dans laquelle j'ai travaillé durant un an, en chef de projet, j'ai pu voir le local qui était, alors c'était une boîte spécialisée dans le traitement de données en rapport avec les systèmes et les organismes de santé. Alors, en gros, les mutuelles et puis les prestataires de services, ça pouvait être les laboratoires, bref, tous ceux qui voyaient passer de l'argent entre les mutuelles et les prestataires de santé autres que médecins. Et je suis allé dans le système nerveux central, là où il y avait tous les ordinateurs chargés de faire ça, hein. C'était magnifique, superbe installation. Et je peux vous dire qu'en termes de sécurité, ben c'était béton, quoi. C'était béton, il y avait de la redondance, aussi bien au niveau des systèmes de sécurité que des systèmes de protection des données. Enfin bon, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Et t'étais loin, moi, tu vois, si tu veux, quand tu rentres là, tu te dis, ok, c'est pro, c'est carré, tu vois, tu le sens, quoi. Tu te dis, il peut rien se passer. Aussi se passe quelque chose, de toute façon, il y a le joker. Voilà, donc, pour ramener ça à notre niveau, nous, particuliers qui sommes dans le photovoltaïque, euh, j'aimerais à la fois vous rassurer. Est-ce qu'un onduleur peut foutre le feu à votre baraque? Pour moi, la probabilité, elle est infime. Infime, infime, infime. Si. Si, alors la première raison, c'est de le mettre à un endroit où, si celui-ci, par malchance, prend feu, il ne puisse être en contact direct ou sa combustion ne puisse elle-même s'étendre parce que trop près d'autres matériaux qui puissent être inflammables. Voilà, ça c'est déjà respecter des distances. Quelles peuvent être ces distances? Souvent sur les onduleurs, ils te mettent 30 cm. Alors on sait que le feu se propage plutôt verticalement. Donc supposons que latéralement 30 cm, ça me semble correct. Pour le haut, j'aurais tendance à dire respecter un bon mètre. Voilà, voilà. Parce que voilà, respecter un bon mètre vers le haut et ne mettez rien au-dessus. Ne mettez rien non plus devant, c'est-à-dire ne venez pas mettre quelque chose devant votre onduleur qui pourrait, si l'onduleur s'échauffe et brûle, propager la flamme vers l'avant. Ensuite, bien que ce cas de figure d'incendie d'un onduleur, je le trouve vraiment improbable. Sauf, là où je les ai cités au préalable, les connexions. La quasi-totalité des départs d'incendie ou des destructions de matériel se font sur les connexions. Et là, voilà, je vous invite, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà évoqué, je vous invite, ne faites pas ça tous les ans, ça servira à rien, ça au contraire, ça détruirait vos connexions. Parce que vous allez, à chaque fois que vous allez mettre un coup de tournevis, vous allez avoir tendance à éroder la tête de vis, vous allez mater la ferraille, ensuite vous risquez d'exercer petit à petit, tu vois, tu veux toujours en faire plus, tu veux absolument resserrer, tu vas mettre du couple en trop, et tu vas pouvoir éventuellement détériorer ou tu vois, parce que sur les onduleurs tu peux avoir un connecteur soudé sur un circuit imprimé et donc quand tu vas serrer et tourner tu vas provoquer le couple va se transmettre au connecteur et donc tu vas provoquer une déformation et qui va pouvoir esquinter soit le circuit imprimé soit éventuellement faire travailler trop les soudures. Donc c'est pas à faire tous les ans, allez-y raisonnablement. Mais moi, je dirais une baraque. Alors, un onduleur, tous les 2 ans, peut-être, tu vois, tu vérifies. Et puis, une baraque, t'en profites tous les 5 ans. Tu prends ton tournevis, tu coupes le jus de la baraque, et puis tu tac, et puis tu checkes. Tu checkes ça, tu checkes les connexions de tes portes fusibles, de tes disjoncteurs.
de tes relais, de tes contacteurs. Voilà, tu contrôles. Tu en profites parce qu'il y a le courant coupé dans la maison. Et quand tu coupes le courant, tu mets bien un macaron, et pour que ta femme ou ton gamin ne pas réarmer quoi que ce soit. T'en profites, tu tires sur les fils. Tu tires sur les fils. Et tirer, ouais, il faut y aller, quoi. Alors sans arracher le disjoncteur du rail, hein, mais tu tires. Tu tires, tu fais un contrôle. Ça, c'est très très bon. Pareil, à tous les endroits où tu as des connexions, si c'est accessible, fais le boulot. Alors, dans les baraques, vous avez souvent le principe de l'araignée, hein. Si vous avez la possibilité, et même faites-le, enfin, ou faites-le faire par un professionnel. Voilà, si vous n'êtes pas aguerri, euh, pour l'un comme pour l'autre, faites-le faire par un professionnel et profitez-en pour faire venir l'électricien et lui dire est-ce que tu peux me contrôler toutes les connexions, les prises de courant, c'est un peu compliqué, hein, supposons que tu aies des prises, des interrupteurs. Il y a du boulot, hein, il y a du boulot là. Mais dans les araignées, donc ces boîtes de dérivation sur lesquelles il y a tous les départs, se rendre dedans, c'est souvent dans les combles, sans défoncer le placo, sans vous casser la gueule, sans vous retrouver dans la chambre ou le séjour. Et puis ouvrez la boîte, faites ouvrir la boîte et checkez. Sur une installation neuve, pour moi, c'est un truc qui devrait être impératif dans les 2-3 ans. Impératif. Et puis, allez, ensuite, tous les 5 ans, tu fais ça un peu comme si tu faisais une coloscopie, quoi, et voir s'il n'y a pas de polypes. Bah là, il ne s'agit pas de voir s'il y a des polypes, c'est histoire de voir s'il n'y a pas avec le temps ce phénomène de matage que je vous ai cité précédemment, et qui ferait qu'il y a une connexion défaillante. Ensuite, ben, la risque de l'incendie, elle est potentielle. Là, oui, c'est possible. Mais surtout, ben, vous allez avoir déjà, avant l'incendie, vous allez avoir la panne, qui est déjà un signal d'alerte. Voilà, vidéo, je pense, ce qui est de première importance, c'est la sécurité de vos installations, la sécurité des personnes. N'oubliez pas au passage, tous les ans, actionnez vos disjoncteurs. Coupez le jus de la maison, voilà, hein, disjoncteur EDF, coupez le jus, impératif, et actionnez les disjoncteurs. Donc disjoncteurs, les standards, hein, voilà, mécaniquement, une fois par an. Ben pourquoi il faut faire ça? Ben parce que à l'intérieur, si vous n'actionnez plus, au bout d'un moment, et ben, il peut y avoir ces points de contact qui empêchent que lorsque les disjoncteurs par point chaud, même léger et normal, peuvent se faire, et vous allez avoir des disjoncteurs qui ne vont plus déclencher. Ça, je l'ai vu, hein, je l'ai vu chez moi. Donc, vous mettez la barre à courte tension et vous actionnez vos disjoncteurs plusieurs fois, mécaniquement voilà, pour les stimuler. C'est de la rééducation. Et aussi, remettez le jus et testez tous vos différentiels. Là, donc, vous avez le petit bouton, testez vos différentiels. Voilà. En faisant ça, en fait, vous allez pouvoir voir s'ils déclenchent bien en appuyant sur le bouton. S'ils ne déclenchent pas, c'est que mécaniquement, ils sont morts. Et donc, il faut changer. Alors bien sûr, on peut. Est-ce que j'ai déjà vu des disjoncteurs qui ne fonctionnaient plus et qui restaient passants? Oui, j'ai vu des disjoncteurs qui ne fonctionnaient plus, qui restaient passants. C'est-à-dire, tu avais beau couper, le jus passait toujours. Oui, je l'ai vu. Alors, vous pouvez aller au-delà. Vous mettez votre disjoncteur vers le haut, vous remettez votre alimentation dans la maison. Vous prenez des gants. Hein, vous prenez des gants, vous prenez des lunettes, alors des lunettes anti-projection, puis des lunettes anti-UV, enfin des lunettes, donc un masque, c'est le top. Des gants, équipez-vous correctement. Et tout ça si vous êtes compétent en la matière. Si vous n'êtes pas, c'est un pro. Et vous faites tomber vos disjoncteurs, voilà, tous, en gardant le jus de la baraque, et vous mettez un testeur sous le disjoncteur. Testeur que vous aurez au préalable contrôlé qu'il fonctionne bien. Voilà, toujours faire un test avant. Donc par exemple, vous savez que telle prise de courant fonctionne parce que vous avez la machine à café dessus, donc vous faites un lycée, la machine à café, ça tourne, vous prenez votre testeur, vous le mettez dans la prise et vous lisez 220 volts. Vous vous dites, ok, j'ai du jus, mon testeur répond bien aux 220 volts, vous coupez, j'ai bien 0 jus, j'ai bien 0 volts. Vous savez que votre testeur fonctionne, vous êtes sur le bon calibre, vous êtes sur les bonnes bornes de branchement, enfin tout est OK.
Et ensuite, eh ben, vous allez contrôler la tension sur vos disjoncteurs un par un, savoir si une fois sectionné, coupé, le courant et la tension est bien absente. Voilà. Et ça, c'est un truc qui me semble aussi pas superflu dans vos maisons. Ensuite, concernant les onduleurs, je vous invite à resserrer tout ça, à contrôler le serrage. Contrôler le serrage plus que serrer. Et un petit truc que vous pouvez faire, il me semble qui est intéressant, pistolet thermique. On va regarder ça. Alors là, vous avez le top du top, la caméra thermique. Hein. Bon, faute de moyens, vous avez ces petits pistolets pas très chers qui mesurent. Donc vous avez un pointeur laser qui vous montre où vous pointez votre pistolet et sur lequel s'affiche une température. Donc ça fera très bien le boulot. La seule différence, c'est que la caméra, vous pouvez voir toute une zone, et ça fait un affichage. L'affichage correspond aux différences de température entre chaque zone. Il y a une sorte d'autocalibration. Et là, vous n'avez pas d'autocalibration, il vous faut pointer précisément la zone, et en la baladant partout autour, vous allez pouvoir voir les points chauds. Notez ces valeurs sur votre onduleur, quelque part, hein, quand votre onduleur est en fonctionnement courant. Prenez vos précautions, hein, bien sûr, n'allez pas mettre les doigts lorsque c'est sous tension. Et regardez les températures des zones, des différentes zones de l'onduleur. Et vous savez où se trouve la normalité. Et puis, dans un temps, si vous repassez régulièrement, vous pouvez voir s'il n'y a pas un petit changement, tu vois, un an après, tu le passes un an, une fois par an, tu te dis, ah, là, normalement, on est à 30 degrés. Et là, on est à 45. Et là, tu commences à dire, là, il y a un truc qui commence à merder. Voilà, donc, c'était une grosse vidéo sur la sécurité électrique. Moi, je ne suis pas inquiet concernant les onduleurs. Hein, voilà, je l'ai expliqué, j'ai ce vécu. Ce qui fait souvent la différence, ça va être que une installation électrique, c'est comme n'importe quelle chose, ça vit. Et il faut faire du contrôle de temps en temps, y compris chez les particuliers. Voilà, c'était la vidéo sur la sécurité. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Il y a 30 ans d'expérience là-dedans. Et il y en a encore normalement 10 à venir. J'espère que non, parce que là j'en ai ras le cul. Mais ça me semble important. Moi je suis hyper sensibilisé, je serais presque un maniaque de la sécurité. Concernant l'électricité, voilà. Je pense qu'il faut l'être. On sous-estime les dangers de l'électricité. Allez les amis, bonne journée à vous, et puis une prochaine vidéo.